à toutes et à tous. Dans l'actualité du lundi 8 septembre, un jeune homme de 20 ans blessé par balle devant un restaurant à Franconville. L'amicale du Nid alerte sur la prostitution des jeunes dans le Val d'Oise. On les entendra dans un instant. Après le vandalisme de l'olivier planté en la mémoire d'Ilan Halimi, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, lui a rendu hommage. Reportage. Et puis côté météo, demain, nouvelle journée ensoleillée. Comptez 17 dans la matinée, 22 dans l'après-midi. Un jeune homme de 20 ans a été blessé par balle à Franconville dans la nuit de vendredi à samedi. La victime se trouvait devant le restaurant Au Tacos dans le quartier de la Fontaine-Bertin lorsqu'un SUV noir s'est arrêté. Le passager est descendu, a tiré une fois, touchant le jeune homme à l'avant-bras avant de remonter dans le véhicule qui a pris la fuite. Blessé, l'homme a trouvé refuge dans un immeuble rue de l'Hôtellerie où les secours l'ont pris en charge avant de le transporter à l'hôpital d'Aubonne. Son pronostic vital n'étant pas engagé. 2 heures après les faits, les policiers ont localisé le SUV dans le quartier des Loges à Sannois. 3 jeunes âgés de 17 à 20 ans ont été interpellés et placés en garde à vue. Si aucune arme n'a été découverte dans le véhicule, le conducteur était en possession de plusieurs sachets de MDMA, une drogue de synthèse. Une jeune femme de 20 ans dans un état critique après avoir sauté du 5e étage d'un immeuble à Cergy. Les faits se sont produits samedi à 10h31 rue de la Justice-Brune, grièvement blessée après une chute de plus de 10 mètres. La victime a reçu les premiers soins sur place avant d'être évacuée en urgence absolue vers le centre hospitalier Beaujon à Clichy. La mère et les 2 sœurs de la jeune femme, âgées de 13 et 23 ans en état de choc, ont également été prises en charge par les secours et transportées à l'hôpital. La boutique L'Officiel de l'Or, place Notre-Dame à Pontoise, a été la cible d'un braquage à main armée vendredi. 2 à 3 individus ont menacé employés et clients avant de s'emparer de bijoux. L'intervention inattendue de passants, dont un policier en civil, a permis d'intercepter l'un des malfaiteurs lors de leur fuite. L'homme, âgé d'une trentaine d'années, a fait un malaise pendant son interpellation. Malgré l'intervention rapide des secours, il est décédé sur place vers 12h30. Le préjudice du vol n'a pas encore été évalué. L'enquête se poursuit pour retrouver les autres suspects qui, eux, ont pris la fuite. Un fait récent nous plonge dans une réalité sombre. À seulement 19 ans, une jeune femme est suspectée d'avoir exercé le rôle de mère maquerelle en exploitant sexuellement une adolescente. Un signal d'alarme qui révèle à quel point l'extrême vulnérabilité des mineurs peut être manipulée par des dynamiques criminelles effroyables. Pour mieux comprendre comment on peut accompagner et protéger ces jeunes, 2 bénévoles de l'Amicale du Nid ont répondu à nos questions. L'Amicale du Nid est une association qui agit depuis plus de 70 ans auprès des personnes concernées par la prostitution. Son objectif, accompagner, soutenir et ouvrir des perspectives d'avenir à celles et ceux qui souhaitent en sortir, en travaillant sur la prévention, l'accompagnement social, mais aussi la réinsertion. L'association est particulièrement attentive aux plus jeunes, aux mineurs en situation de vulnérabilité. Comment vous accompagnez donc les victimes de la prostitution aujourd'hui, enfin les mineurs ? Alors c'est un sujet qui est complexe parce qu'en fait la première chose c'est déjà d'aider les personnes qui sont auprès de ces jeunes dans un cadre de protection, d'identifier que non, elles n'ont pas forcément choisi, même si parfois elles le revendiquent, même si parfois elles disent vouloir vivre de leurs propres ailes. C'est d'arriver à leur faire prendre conscience que ce n'est pas n'importe quel jeune qui se retrouve dans ces parcours et dans ces situations. C'est la majorité du temps, et en tout cas pour la population que nous on rencontre, la majorité du temps, ce sont des jeunes qui ont déjà été victimes de violences, très fréquemment des violences sexuelles, des histoires de viol avant même l'adolescence, des histoires d'inceste familial qui parfois n'ont pas été dénoncées, et beaucoup de violences psychologiques, le fait de rabaisser quelqu'un, de lui dire de façon intempestive qu'elle ne vaut rien, qu'elle n'a pas d'avenir ou qu'en tout cas on ne l'aime pas. Et la violence physique auquel les enfants sont parfois exposés dans des couples qui dysfonctionnent et qui ne savent pas et qui ne peuvent pas protéger leurs enfants. Ce sont des faisceaux qui, à un moment, font que les enfants ont un cerveau qui s'est habitué à des scènes violentes et qui n'ont pas les mêmes capacités de protection, de réaction dans des situations où ils vont à nouveau être instrumentalisés, à nouveau être utilisés. Et puis ensuite tenir un discours ferme et en même temps protecteur et en même temps très à l'écoute de ces jeunes. Ensuite, l'accompagnement, c'est pouvoir les rencontrer et leur en dire quelque chose de ce qu'elles risquent ou ce qu'ils risquent d'advenir dans la suite. Mais ce que ne savent pas les jeunes, c'est qu'à un moment, étant donné que c'est d'une violence extrême, comme l'a dit ma collègue, et que c'est insupportable, on leur apporte gratuitement de la drogue et de l'alcool.
et que ça crée des dettes et fait qu'on tombe très vite dans un cercle vicieux où les jeunes, même si elles ne veulent ou ils ne veulent pas y retourner, ils retournent parce qu'ils ont des dettes. Et ça crée aussi des phénomènes de dissociation, des phénomènes psychologiques qui expliquent qu'à un moment, il est extrêmement difficile d'arriver à les faire sortir de cet enfer parce qu'il faut vraiment prendre beaucoup de temps, il faut être plusieurs et pouvoir tenir le même discours. Et quand bien même ce sont des jeunes qui fuguent, quand bien même ce sont des jeunes qui mettent à mal la relation avec l'adulte, arriver à maintenir un cadre sécurisant, un cadre de repères et dire que la prostitution c'est de l'exploitation, dire aussi qu'il y a des clients qui profitent de cela, il y a des proxénètes qui profitent bigrement de cela et parfois les jeunes s'en rendent pas compte que le proxénétisme c'est de la traite des êtres humains. Et donc ça demande beaucoup de temps, de parole et de décortiquer tout ce système parce que c'est pas que des jeunes qui se prostituent. Comment les rassurer? J'imagine que certaines, peut-être qu'au début elles ont commencé, elles n'ont pas vraiment su dans quoi elles s'engageaient. Mais aujourd'hui, le fait de partir, est-ce qu'elles ont peur de ces proxénètes justement? Comment les protéger, les rassurer C'est un sujet qui est vraiment compliqué parce qu'effectivement, quand il y a des réseaux et quand elles veulent sortir ou ils veulent, j'insiste sur le elles. Alors on a une majorité de filles actuellement, mais cela n'empêche pas qu'il y a aussi des jeunes garçons qui sont concernés. Il me semble que beaucoup de jeunes garçons sont plutôt des jeunes qui viennent des MNA, les mineurs non accompagnés. Mais il y a de toute façon la première démarche qui est de porter plainte. Et effectivement, après, c'est un travail de maillage avec les autres services pour essayer de trouver la solution qui conviendrait à chaque jeune. Enfin, c'est encore en balbutiement, j'ai envie de le dire comme cela, parce que même pour les jeunes qui arrivent à porter plainte et pour les réseaux qui sont démantelés parce que la police a suffisamment d'éléments pour trouver qui est le proxénète, qui a mis en place tout le reste, parce qu'il n'y a pas que la tête du réseau, il y a aussi ceux qui vont mettre les annonces, ceux qui vont transporter les jeunes filles ou les jeunes garçons. Quand tout ça a pu être démantelé et quand on a la chance, parce que c'est pas tout le temps que des peines de prison soient prononcées, on se rend compte qu'il y a encore des proxénètes qui peuvent agir de la prison parce qu'ils ont des téléphones et parce qu'ils vont continuer à vouloir se venger d'avoir été dénoncés. Donc ils vont faire appel à d'autres jeunes de leur connaissance. Et ça peut continuer. Donc c'est vraiment un travail de très longue haleine. Et la seule chose qu'il faut vraiment, qu'on peut arriver à faire, mais qui prend du temps, c'est d'arriver à rassurer les personnes et les aider à peut-être partir parfois un peu loin ou en province. Et surtout les rassurer psychiquement et les aider à penser qu'elle va à d'autres choses. Et ça, c'est un travail très long. J'imagine pour que ces jeunes personnes en viennent là, certaines n'ont pas vu d'autres options qui s'offraient à elles. Est-ce que vous les accompagnez aussi dans comment trouver des solutions autres que vendre son corps pour survivre, manger Oui, ça fait partie de l'accompagnement. C'est qu'à un moment, la première chose, c'est d'abord de passer par la santé. C'est souvent plus facile. C'est un des premiers éléments, c'est de voir dans quel état ils sont, parce que ça génère des dégâts importants, aussi bien sur le plan physique pour toutes les MST, pour toutes les prises de drogue et le fait qu'on n'ait pas forcément mangé correctement. On a des jeunes qu'on retrouve très très maigres, très dégradés, très sales, qui n'ont plus aucune estime d'elles. Elles en avaient déjà bien peu ou ils en avaient peu et ça ne fait qu'aggraver ça. Donc il y a d'abord un peu retaper l'estime de soi. Et après, évidemment, alors c'est pas nous qui faisons tout, parce que c'est un sacré boulot, mais c'est en partenariat avec les collègues des associations qui sont soit les lieux d'accueil, soit les services éducatifs, de remettre des petites billes pour que il y ait autant que faire se peut, soit des stages, soit une rescolarisation. C'est vrai que repasser par le système scolaire et remettre ses enfants dans un cadre lambda, c'est hyper important. Mais ça signifie aussi qu'ils ont un peu déconstruit ce en quoi ils croyaient. L'argent facile, non, il n'y a pas d'avenir là-dedans. L'argent, c'est pour les proxénètes, c'est pas pour eux. Et oui, c'est hyper important.
En 2024, la justice a jugé 61 personnes pour proxénétisme, une multiplication par 5 depuis 2019. Presque 20 ans après le meurtre antisémite d'Ilan Halimi, un nouvel acte de vandalisme a visé l'arbre planté en sa mémoire à Épinay-sur-Seine. Pour répondre à cette violence symbolique, une cérémonie de recueillement et d'unité s'est tenue au Conseil régional d'Île-de-France en présence de nombreuses personnalités politiques et religieuses. Retour sur ce moment de solidarité et de mémoire, Julie Rossetto. En 2006, Ilan Halimi, un jeune de 23 ans, est enlevé, séquestré et torturé à mort par le gang des barbares parce qu'il était juif. Ce crime antisémite d'une extrême violence avait profondément marqué la société française et déclenché une vive émotion nationale. Pour lui rendre hommage, un olivier avait été planté en 2011 dans le jardin d'Alcobanda à Épinay-sur-Seine. Pour la deuxième fois, près de 20 ans plus tard, un arbre planté en mémoire d'Ilan Halimi a été vandalisé et scié. C'est un geste qui intervient dans un contexte de recrudescence des actes antisémites liés au meurtre de masse à Gaza, commandité par le gouvernement de Benyamin Netanyahou. En réaction à cet acte symbolique, violent et antisémite, Valérie Pécresse a pris l'initiative d'organiser plusieurs cérémonies de recueillement et de solidarité. Parmi elles, une a eu lieu au Conseil régional d'Île-de-France, à Saint-Ouen. Elle rassemble de nombreuses personnalités publiques et figures de la vie politique. Ensemble, elle rappelle avec force qu'aucun contexte, aucune circonstance ne saurait jamais justifier la haine, le racisme ou l'antisémitisme. Alors oui, on fait une promesse ce soir, tous ensemble. La promesse à Ilan Halimi, à sa famille, une promesse de vigilance contre toutes les formes de racisme et d'antisémitisme. Une promesse finalement, j'allais dire, de fidélité à la devise de la République. Liberté, égalité, fraternité. Alors moi je veux faire un vœu, que cet olivier de la paix et de la fraternité devienne un lieu de recueillement, mais aussi un lieu d'espoir, un lieu d'espérance, qu'il nous rappelle que la vie continue et que si nous sommes unis comme ce soir, par-delà tous les clivages politiques, puisque tous les présidents de groupe aujourd'hui sont parmi nous, par-delà les clivages politiques, par-delà les clivages religieux, par-delà nos histoires, eh bien la dignité humaine peut triompher. Et notre humanité peut triompher de la barbarie. Dans la continuité de cet appel à l'unité et à la vigilance, le grand rabbin de France, avec une voix empreinte de gravité, s'est alors élevé, sans jamais se départir d'une touche d'humour. Et cet arbre n'est pas planté pour ou contre, il est planté à la mémoire d'un enfant de France. Il est planté à la mémoire de quelqu'un dont nous devrions avoir au cœur en permanence le souvenir et la mémoire. Cet arbre, il est planté parce que le Deutéronome, chapitre 20, verset 19, je le dis parce que des fois ça fait trop de la référence, chapitre 20, Deutéronome, chapitre 20, ouais, ça impressionne, c'est bien. Et je sais pas, j'ai vu des imams, j'ai vu quelques prêtres, je sais pas s'il y a des pasteurs, mais en général les pasteurs, ils sont incollables sur les références bibliques. Donc Deutéronome 20, 19, car l'homme est comme un arbre des champs. Et si nous sommes une société, et nous sommes aujourd'hui une société ici, rassemblée, si nous sommes une société qui donne de l'attention à un arbre, alors nous saurons donner aussi de l'attention à chacun et à chacune, et aux plus faibles comme aux plus importants, parce que tendre une main, agir en fraternité, c'est au fond construire un temple qui s'appelle pour nous la République. À ses côtés, le président du CRIF a pris la parole, incarnant la voix des institutions représentatives de la communauté juive. Il y a de l'antisémitisme en France, mais il faut le dire, la France n'est pas un pays antisémite. Il y a en France, j'en suis convaincu, et vous en êtes la preuve vivante ce soir, il y a des garde-fous politiques, institutionnels, culturels, qui empêcheront notre pays de devenir un pays antisémite. À leur suite, Astrid Panosyan-Bouvet, ministre chargée du Travail et de l'Emploi, a souligné combien il avait fallu du temps à la France pour prendre pleinement conscience de la réalité et de la gravité de l'antisémitisme. Nous avons mis du temps à nous rendre compte en France que cet antisémitisme existait. Nous avons mis du temps, avant même le 7 octobre. Et maintenant, il y a eu le 7 octobre. Et cette proclamation un peu partout de cet antisionisme qui est ici le nouveau visage de l'antisémitisme, cet antisémitisme qui se veut vertueux, cet antisémitisme des gens qui proclament la haine avec la meilleure conscience du monde. Et pour lutter contre ce phénomène mondial, mais qui existe aussi en France, il faut beaucoup de courage. Et moi, je veux vraiment ici saluer Valérie Pécresse pour le courage qu'elle a eu
face à la lâcheté, face à la veulerie, d'annuler les subventions à ce concert de ce groupe qui proclamait la haine et l'apologie du terrorisme. Aurore Berger a tenu à remercier les représentants des autres cultes présents à ses côtés pour leur engagement commun en faveur du dialogue et du vivre ensemble. Je salue évidemment les représentants des cultes qui ont été associés à ce moment et je crois que ça dit aussi quelque chose de la République, cette capacité que nous avons à être ensemble, élus de la République, et à associer aussi à ce rendez-vous et à ce moment les représentants de l'ensemble des cultes. À la fin de ces discours, il est temps pour le groupe de se diriger près de l'olivier et ainsi ceux qui le voulaient pouvaient se munir d'une pelle afin de déposer un peu de terre et rendre hommage à Ilan Halimi. Merci Julie Rossetto, c'est déjà la fin de ce journal. Un mot pour annoncer notre tristesse face à la disparition de Bruno Jarassé, ancien comptable de notre radio. Ses anciens collègues saluent son intelligence, son courage et son humanité. Toute l'équipe de RGB se joint à moi pour adresser nos sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses collègues. Merci à Damien Gissa pour la réalisation de ce journal. Retrouvez-nous demain sur RGB 99.2 et sur radio-rgb.net ainsi qu'en podcast sur toutes les plateformes de streaming. D'ici là, je vous souhaite évidemment une bonne soirée sur RGB. Côté programmation, rendez-vous à 19h sur notre antenne pour le 100% football amateur, présenté par Farid Rouas et ses consultants. Retrouvez toute l'actualité de vos clubs valdoisiens ainsi que franciliens. À 20h, c'est désormais le lundi que vous retrouvez 1984, l'adaptation audio du livre de George Orwell qui fait écho à nos actualités parfois près de 40 ans plus tard, par une adaptation par John Mack avec 2 épisodes. Enfin, à 21h, pour ceux qui l'auraient manqué, c'est la libre antenne présentée par Claude Lange avec ses invités. Bonne soirée à l'écoute de RGB sur le 99.2 FM, radio-rgb.net et les applications pour mobile, les radios associatives par la CNRA ou encore Radio Player. RGB en direct de Cergy-Pontoise.